Bien, bonjour à toutes. Alors, je voudrais remercier les trois d'ailleurs intervenantes qui sont passées avant moi parce que c'était super intéressant cette remise en contexte de tous ces concepts dont on parle beaucoup en fait, mais qu'on maîtrise pas vraiment à fond. Et donc, c'est très chouette d'avoir cette théorisation avant mon passage. Alors, avant de parler de la police et des violences intrafamiliales à proprement parler, j'aborde deux petits points en introduction et pour une mise en perspective de la police aujourd'hui dans son contact avec les victimes. Le premier point, c'est que moi je suis une policière qui est foncièrement, enfin une personne d'ailleurs derrière la policière, foncièrement positive. Donc je ne vais pas m'amuser à vous faire un descriptif de tout ce qui ne va pas dans la police, dans la manière qu'elle a d'aborder les victimes quand elles se présentent dans les bureaux. Oui, l'accueil est parfois une vraie catastrophe. Oui, les policiers sont remplis d'idées préconçues qui sont souvent à côté de la plaque. Oui, les formations et la mise à jour des connaissances policières pourraient être un peu plus justement à jour. Mais il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire le descriptif de tout ce qui ne va pas et qui le font très bien. Donc je vais leur laisser ce plaisir. Et je vais plutôt... Josiane. Et donc moi je vais plutôt rester sur ce qui va. Et ce qui va de mieux en mieux d'ailleurs. Et du coup, le deuxième point sur lequel je viens avant de parler des violences intrafamiliales, c'est que il faut vraiment mettre en perspective ce qui se passe dans le milieu policier, dans ses relations avec les victimes. Il faut savoir que le premier document de police qui décrit une victime comme étant une personne à prendre en charge, on est en 2001. 2001. Donc ça fait il y a 20 ans. Avant ça, dans une enquête policière, il y a la prise des empreintes, il y a les images, il y a les témoins, il y a la victime. En fait, c'est juste une source d'information. La police, elle a besoin de réponses à certaines questions et elle veut attraper le méchant. On s'en fout d'où vient l'information dont elle a besoin, en fait. Du coup, qu'est-ce qui a fait changer les choses ? Tout le monde le sait, c'est l'affaire du trou. On a avec cette affaire les parents qui passent en boucle à la télévision et qui n'arrêtent pas de nous répéter « on nous écoute pas, on nous dit rien, on n'est absolument pas pris en considération dans cette histoire ». C'est à ce moment-là que la justice et le monde policier se sont dit « tiens, les victimes sont des gens qui vivent un trauma, peu importe le type de trauma finalement, qu'il soit petit ou plus grave. Dans ce chemin qu'ils ont pour se reconstruire, la police est une des étapes. Il serait peut-être intéressant qu'on s'intéresse à les aider dans leur chemin pour s'en remettre de ce trauma et à tout le moins qu'on n'empire pas le trauma qu'ils ont vécu. Et donc, 2001, on définit la victime comme étant quelqu'un qui doit être pris en charge avec des besoins particuliers. C'est à ce moment-là que en fait, l'assistance policière aux victimes, c'est comme ça qu'elle s'appelle, devient une des missions de base de la police. Comme l'intervention, comme la circulation, comme le maintien de l'ordre. Parmi les missions de base, vraiment, vient s'ajouter la prise en charge des victimes. À ce moment-là, on a la création des bureaux des deux victimes à l'époque, qui sont devenus entre-temps les services d'assistante policière aux victimes. Ça fait SAPV, service après-vente. C'est bizarre, j'ai pas compris. C'est pour ça que je suis toujours restée coincée sur le bureau des deux victimes, moi. Mais c'est vrai. Et donc depuis lors, ce service existe. Dans toutes les zones de police, on a un service d'assistance aux victimes. Avec des policiers ou des non-policiers qui sont là exclusivement pour s'occuper des victimes, en plus de tous les policiers qui doivent s'en occuper en première ou en deuxième ligne. Et aussi, les policiers commencent à être formés dans l'accueil des victimes. Alors,
C'est un premier pas qui a toute son importance, puisque, comme je le disais tout de suite, avant ça, on ne prend pas du tout en charge les victimes et leurs besoins spécifiques. Malgré tout, ce qui ressort assez rapidement, c'est que les victimes, bien sûr, doivent être prises en charge correctement, mais que certaines victimes ont des besoins encore plus particuliers que la plupart des victimes. Parmi ces victimes aux besoins particuliers, on a les victimes de violences intrafamiliales. Du coup, maintenant, je zoome sur les violences intrafamiliales. On est, tu le disais tout à l'heure, en 2006, avec la définition des violences intrafamiliales au niveau des parquets et du coup à la police pareil. On assiste à un élargissement des violences intrafamiliales, de leur définition. Avant ça, je dis un élargissement parce que pourquoi ? Avant ça, on parlait principalement des violences dans le cadre du mariage. On sort de ce cadre-là, on sort aussi du cadre de la relation pendant qu'elle existe, donc les violences post-séparation, qui existent déjà à l'époque, même si ça a toujours du mal à percoler. Et alors les enfants changent de statut. Avant, ils étaient considérés comme témoins des victimes. À partir de ce moment-là, ils sont considérés comme victimes. Même si ils ne sont pas victimes directes des violences, le fait juste d'assister aux violences conjugales entre les parents les rend de facto victimes dans les dossiers. C'est un moment qui est assez important parce que la définition, elle est étendue et elle devient donc commune au parquet et à la police. Et ça implique une prise en charge particulière des victimes de violences intrafamiliales. Pourquoi ? Parce que le parquet va demander à la police des auditions circonstanciées. Ça veut dire qu'on doit prendre le temps d'entendre correctement les victimes et pas bâcler sur un coin de table. Celui-là, il est à double tranchant. On va imposer la visite chez le médecin pour avoir une preuve concrète des coups, en général, qui sont portés sur la victime. En général, c'est parce qu'il y a des coups que les gens viennent à la police. Dans les violences psychologiques, c'est assez rare qu'ils débarquent chez nous. Et ça va être, je dis malheureusement, ça est utilisé à l'envers par plein de policiers qui disent à la victime d'aller d'abord chez le médecin avant de venir déposer plainte chez nous. Et du coup, la victime se retrouve avec j'étais à la police et on m'a jeté dehors pour que j'aille chez le... Voilà. Il y en a qui ont réussi à trouver la faille et à rentrer dedans. Ce qui est imposé aussi, c'est de s'assurer, quand on va sur place chez les gens, du calme de la situation avant de quitter le lieu. Donc on ne laisse pas les deux personnes en présence en quittant et en se disant non, on s'assure que tout est calme. Et dans le meilleur des cas, qu'une des deux parties ait quitté les lieux avant que nous on quitte les lieux aussi, histoire que au moins pour la nuit, la situation soit apaisée et qu'on voit un peu demain matin, après avoir dormi dessus, comme on dit, si les choses vont un peu mieux. Alors, on a connu pendant tout un temps la circulaire du parquet qu'on appelait la tolérance zéro. À savoir que dès qu'un dossier de violence intrafamiliale arrivait à la police, on devait avertir le parquet. Qui, presque systématiquement, c'était l'idée sur le papier, allait mettre monsieur à disposition. Alors, mettre monsieur, je dis monsieur, on va pas commencer à chipoter. Mettre monsieur à disposition du parquet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le suspect va passer la nuit au cachot à la police, le lendemain matin être présenté à un magistrat. Donc déjà le fait d'être privé de sa liberté plusieurs heures et ensuite d'être déféré au parquet, ça a eu et ça avait quand même un certain poids sur les situations auxquelles on était confronté. Et ensuite, lorsque le magistrat recevait le suspect, prenait la décision soit de le libérer sans condition, juste en lui faisant une remontrance, comme ils disent, ou de le libérer avec condition. Et sur papier, de nouveau, il pouvait le placer en détention préventive. Je dis vraiment sur papier parce que ça a dû arriver 3 fois et demi. Dans le cadre des violences intrafamiliales, mettre quelqu'un sous mandat d'arrestation et pour 5 jours en détention préventive, c'est très, très rare. Mais c'était possible. Ça a été impliqué un temps, cette tolérance zéro. Et puis assez rapidement, le parquet en est arrivé à se dire « Pourquoi tu m'appelles ?»
En fait, forcément, à chaque fois qu'on les appelle, si à chaque fois qu'une violence intrafamiliale rentre au bureau, on les appelle, ils se rendent compte qu'on les appelle beaucoup. Et ça devient problématique parce que ils ont beaucoup de travail mis à part les violences intrafamiliales. Et donc, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on arrête de les appeler à chaque fois parce que l'accueil n'était pas très très bon. Et donc, malheureusement, il y a eu un état de... On stagne comme ça. Donc, c'est plus trop une priorité du parquet. Donc, du coup, pour la police, ça continue à arriver. Hein. Les dossiers ne se sont pas arrêtés parce que le parquet s'est dit que c'était plus une priorité. Mais voilà, le traitement a été que on n'a plus pu garder les gars et ils sont repartis aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Et voilà. Et puis est arrivé celui dont on parlait tout à l'heure pendant la pause, le Covid. Et avec ces confinements, les violences dans la famille, elles n'ont pas explosé parce qu'elles ont toujours existé. Mais on s'en est inquiété. Moi, je travaille beaucoup dans le domaine de la lutte contre l'inceste. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, mon Dieu, ces gamins enfermés H24 avec leurs agresseurs, ça va être l'enfer. Alors, c'est pas sur eux qu'on a mis le focus dans les journaux de manière générale. On a mis le focus sur les femmes victimes de leur mari, qui sont de fait enfermées H24 avec leur bourreau pareil. C'est très bien qu'on en ait parlé parce que du coup, le parquet s'est de nouveau dit faut qu'on fasse un truc. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on sort de nouvelles circulaires pour que la police agisse de manière plus spécifique sur les victimes de violences intrafamiliales. Et c'est bien parce qu'on continue à avancer et à s'améliorer dans la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Et qu'est-ce qu'on a ? La première circulaire, elle nous oblige à remplir un outil d'évaluation des risques. Et à juste titre, tu disais tout à l'heure que ça mesure la dangerosité de l'auteur de passer à un féminicide. En fait, cette histoire-là, c'est vraiment l'idée, c'est d'éviter les féminicides. Et on devrait se pencher sur les tentatives de suicide. C'est un des éléments qui est repris dedans. Maintenant, ce n'est pas principalement mis en avant, et donc il y aurait sans doute moyen de retravailler l'outil pour le rendre plus pointu. Mais donc voilà, pour remplir cet outil, on a besoin de tout un tas d'informations qui, du coup, nous obligent d'être encore plus circonstanciés dans l'audition qu'on prend de la victime. Donc, on a besoin de plus de temps, et donc la victime est mieux prise en charge, puisqu'on prend le temps de la prendre en charge d'office, la prise en charge est meilleure. Deuxième circulaire qui est mise en place, c'est la circulaire de la revisite. La revisite oblige la police, dans les 2 mois de la déclaration de la victime de violence intrafamiliale, de prendre de ses nouvelles, en fait. On prend de ses nouvelles normalement, on va chez elle, ou on l'invite à venir au commissariat. Sincèrement, il y a tellement de dossiers que c'est matériellement impossible. Donc on le fait beaucoup par téléphone. Et si on s'inquiète de la situation par téléphone, on va prendre un contact physique avec elle. Maintenant, alors je vais dire un truc et je vais aller dire son contraire juste après, mais dans les contacts téléphoniques qu'on a, la plupart du temps, les gens nous disent que la situation s'est calmée. Alors, est-ce qu'elle s'est calmée juste parce que, oui, il y a quand même eu la police et que c'est le moment de calme, ou la lune de miel ? Ou est-ce que ça repasse en dessous du radar ? Et donc ça redevient des violences qui, dans la tête de la victime et de la société de manière générale d'ailleurs, ne méritent pas qu'on se déplace à la police. Donc vraiment, si on doit prendre les chiffres de cette revisite, on se dit ouais, super, c'est vraiment super efficace. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire derrière, il y a un truc qui grince. Mais bon, voilà. Franchement, il y a des gens pour qui ça marche. Il y a des gens qui vont nous dire non, ça va pas, et qui reviennent et qui redéposent des plaintes, et du coup, le dossier avance. Donc voilà, pour lesquels que ça marche, c'est déjà pas mal. Et la dernière circulaire de 2020, qui en fait n'est pas une circulaire de 2020, qui est une vieille circulaire qu'on a remis au goût du jour, c'est celle sur l'interruption temporaire de résidence. C'est-à-dire que monsieur doit littéralement déménager pour 15 jours. De nouveau, là, on est sur une mesure qui, dans certains cas, est super efficace, dans d'autres, pas du tout.
Et impossible de dire à l'avance si c'est une situation dans laquelle la mesure va fonctionner ou pas. En fait, c'est très compliqué de, en quelques heures, imaginer que le fait d'enlever monsieur de la maison va avoir un effet positif ou pas. D'autant que le parquet, de nouveau, s'est vite rendu compte de la charge de travail que c'était pour eux de mettre en place cette mesure. Donc au début, quand la circulaire est sortie, c'était ouais, on y va. À chaque fois qu'on rentrait dans les conditions, nous on obtenait la mesure. Et nous on est super contents de cette mesure parce que les policiers voient un truc concret en fait. Dans les dossiers qu'ils sont en train de traiter, ils se disent waouh, là il y a une vraie mesure qui est prise et le mec il rentre pas chez lui après être sorti menottes au poing, entendu, 2 heures plus tard, on le relâche, il est à la maison presque avant la victime. Là il peut pas rentrer. Donc les policiers, c'est une mesure qu'ils aiment bien. On l'applique. Ils sont encore plus contents, et au bout de quelques mois, on se rend compte que c'est plus appliqué. Et là, le parquet nous dit non, mais il n'y a pas moyen, c'est beaucoup trop de travail pour nous. Ok. D'autant qu'il faut savoir que c'est une mesure qui est contrôlée par nous, et on s'est quand même rendu compte très souvent que la victime laissait l'auteur revenir à la maison. Donc, du coup, je viens à la suite. Non, c'est bien. Toutes ces procédures, c'est bien. On avance, peut-être pas toujours bien, mais on continue à avancer, et ça c'est le principal, je trouve. Ce qu'il faut pour que ces mesures soient appliquées correctement, c'est que les policiers soient formés. Sinon, ça sert à rien. Si on ne sait pas de quoi on est en train de parler, et pourquoi on applique les choses, et pourquoi on invente des mesures, on ne peut pas appliquer correctement les mesures qui sont prises. Alors, j'en parlais hier avec Donatienne, il faut vraiment faire... Il y a un moment de switch dans la police. Je pense que c'est plus ou moins à la réforme des polices. Mais je dis ça pourquoi ? Parce que tous les policiers post-réforme sont formés. Ceux avant, c'est plus délicat. Et alors les vieux qui sont rentrés dans la police juste parce qu'il y avait de la lumière et que c'était ouvert, eux, ils sont pas formés pour un sou. Hein. Faut pas chercher. Mais donc je dirais post-réforme sont formés à l'accueil des victimes, toutes les victimes. Les gens ils viennent pas à la police parce que ça va. Hein. Ils n'ont pas envie de nous voir. Deuxièmement, plein de domaines différents sont abordés de manière plus spécifique. Les violences intrafamiliales en font bien sûr partie. Les violences sexuelles, les violences... mais principalement la violence intrafamiliale. Ensuite, à chaque fois que des nouvelles circulaires sortent, en interne dans les zones, on se dit ok, on a une nouvelle circulaire, il faut qu'on fasse passer l'information, faisons une petite session d'information, on en profite en fait. Et du coup, session d'information, introduction, les violences, c'est quoi, les violences intrafamiliales, c'est quoi, le cycle de la violence, c'est quoi. Donc, petit rappel de toutes ces notions assez basiques. Du coup, on prend les vieux avec et on essaye quand même de les embarquer dans le mouvement. Et après, si on veut se spécialiser encore plus dans les prises en charge particulières, il y a plein de formations qui existent dans et hors la police. Donc j'entends souvent, la police n'est pas formée, en fait c'est faux. La police est formée. La police n'est peut-être pas assez formée au goût de certains, c'est sûr. Les policiers retiennent ce qu'ils veulent de leur formation, hein, ça aussi bien sûr. Il y en a qu'on ne changera pas. Je peux essayer de les former. Là, je les fais 4 fois que je les forme, ils me donnent toujours les mêmes remarques sexistes de base. Bon, voilà. Il y en a avec qui j'abandonne hein, à un moment donné. Il faut choisir ses combats dans la vie. Donc voilà, on a des formations, on a des mesures qui sont prises. Maintenant, on peut aller plus loin. Comment on va plus loin dans la police ? Actuellement, ce qu'on voit naître à Bruxelles, sincèrement, ailleurs, j'en ai aucune idée. Ce sont les cellules EVA. Je ne sais pas si ça part chez toi. Cellule EVA, ça veut dire Emergency Victim Assistance. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ont pris un truc en anglais. Ben, EVA, c'est joli, c'est facile à retenir. Ces cellules-là sont constituées de policières-policiers spécialement formés
pour la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales et de violences sexuelles. Ils ne s'occupent pas des auteurs, ils font que ça. Ils ne sont pas en première ligne, donc ils ne sont pas à l'accueil où ils reçoivent 50 personnes sur la journée. Ils sont dans un service de deuxième ligne, ils reçoivent sur rendez-vous, en urgence aussi, mais c'est principalement sur rendez-vous. Et il n'y a que des spécialistes. Et on va plus loin dans cette idée de prise en charge particulière. C'est qu'au-delà des policiers spécialisés, on aimerait bien, doucement, la mise en place de locaux spécialisés. À savoir que victimes de violences intrafamiliales, on est quand même souvent dans des familles avec enfants. Alors, souvent, les victimes essayent de venir quand les gosses sont à l'école, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on aimerait bien qu'il y ait un coin, je sais pas moi, canapé, jouet, pour que les petits puissent être tranquilles dans une petite pièce à côté et que l'audition de maman se passe tranquillement. On rêve loin, on le sait. Si, concrètement sur le terrain, j'en parlais avec la région il n'y a pas longtemps, et je dis écoute, si tu demandes ça directement au policier, ça n'ira pas. Mets-le en suggestion quelque part en annexe, mais ne le mets pas dans le corps du texte, sinon ça n'ira pas. Donc voilà, on rêve loin parce qu'on est persuadé que c'est ça qu'il faut aux victimes pour avoir envie d'aller déposer une plainte à la police. Alors, il y a 2 zones à Bruxelles déjà qui ont des cellules EVA. Les 4 autres sont censés en avoir incessamment sous peu. Et quand bien même on n'y arrive pas assez vite, on assiste à un changement de point de vue en fait. On assiste à un changement de point de vue dans le sens où la victime devient doucement le centre de l'attention. Et bien sûr, hors urgence, hein, mais déjà le fait de pouvoir prendre un rendez-vous, d'être reçu dans un endroit particulier par des policiers spécialisés, il n'y a pas très très longtemps, on n'en parlait même pas. Et du coup, je vais aller encore plus loin, parce que ça c'est le truc dont je suis en train de rêver actuellement beaucoup. C'est de se dire, bon, la police va jamais sauver les victimes de violences intrafamiliales, et la justice encore moins. Tout seul en tout cas. Je veux dire, on n'est jamais qu'un maillon dans la prise en charge de ces femmes. C'est pas le fait de déposer plainte qui va les permettre de sortir de l'emprise. De quoi elles ont besoin, ces femmes ? Elles ont besoin d'une prise en charge psy pour sortir de l'emprise, elles ont besoin d'une prise en charge économique pour trouver un logement, elles ont besoin d'une prise en charge, je sais pas moi, sociale pour trouver un emploi, elles ont besoin d'un endroit où vivre, elles ont besoin d'un avocat parce que déposer plainte c'est bien, mais après si on n'est pas correctement défendu, en justice ça va aller nulle part. En bref, on a besoin d'un endroit qui réunit tout ça. Et donc, moi je suis en train d'intégrer le CPVS, Centre de prise en charge des violences sexuelles, et donc je rêve debout du centre de prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Qui arrive, hein. Enfin, ils l'appellent Family Justice Center, c'est pas le bon nom, c'est pas le bon concept non plus, mais ils l'appellent comme ça en tout cas pour l'instant. Mais tout ça pour dire que la police, elle vient de loin, ça c'est clair. Elle n'est pas encore assez loin, ça c'est clair aussi, mais elle est en train d'aller quelque part. Et je trouve qu'elle est en train d'aller quelque part qui est très positif à mon sens, et qui est pour moi en tout cas dans le vécu que j'ai de prise en charge des victimes de manière générale maintenant depuis quelques années quand même, je trouve que c'est le bon chemin qu'on est en train de prendre. Donc voilà, il me reste 3 minutes. Et du coup, j'avais envie de quand même parler 2 minutes du suicide. Parce qu'en fait, c'est le titre du colloque, mais on n'y est pas. Mais ce qui se passe, c'est que le suicide forcé en Belgique, qui connaît ça ? Personne. On est bien d'accord. Donc, à mon sens, actuellement en Belgique, déjà, le concept n'est pas connu, mais en plus, on passe à côté complètement. Et policièrement parlant, je rebondis parce que Yael disait tout à l'heure qu'en France, il y a des grosses enquêtes autour des suicides. Ah, d'accord. Ça me rassure. Non, c'est parce qu'en Belgique, une mort violente qui est d'un premier abord comme ça un suicide, ce qu'on va faire,
en tant que policier, et sous l'égide des magistrats, parce qu'il y a quand même mort d'homme dans cette histoire, on va se poser la question suivante. Existe-t-il des éléments qui nous permettent d'écarter le suicide? Est-ce que il y aurait un tiers qui serait intervenu, mais un tiers qui serait intervenu dans le c'est moi qui ai fait le nœud de la corde, ou c'est moi qui ai retiré le tabouret, c'est moi qui t'ai donné l'arme, mais pas tout ce qu'il y a autour. Donc, allez s'imaginer qu'on va chercher des violences psychologiques qui auraient amené une personne à... Mais vraiment, j'adore l'idée, mais j'en ai jamais entendu parler. Donc, c'est pas du tout dans cette optique-là qu'on traite les suicides chez nous. C'est vraiment... s'il n'y a aucun élément qui va nous dire que c'est autre chose, ok, c'est un suicide. Et surtout le son en suicide. Et s'il n'y a vraiment pas d'éléments pour dire qu'il pourrait y avoir on va même pas faire d'autopsie, pas psychologique, autopsie physique. Et une étude allemande très récente, sur tous les morts de manière générale, soi-disant suicide et mort naturelle, 70% des cas n'étaient pas des morts naturelles. On passe à côté parce qu'on n'a pas les moyens d'investiguer sur tous les morts. Et donc ici, j'imagine très bien que si on se donnait les moyens de chercher un peu, je ne sais pas quel chiffre vous allez nous donner là tout de suite, mais j'ai peur. Enfin voilà, merci beaucoup pour votre attention.